représente ici un syndicat professionnel qui est l'Union nationale des aménageurs pour la Chambre Île-de-France. Nous avons comme adhérent d'ailleurs Eiffage Aménagement, dont Mathieu tu parlais tout à l'heure. D'ailleurs, Nicolas Gravit doit siéger à notre conseil d'administration, je crois. Donc nous regroupons un ensemble de sociétés d'aménagement essentiellement privées. On a aussi quelques SEM, de petites sociétés et de plus grosses. On parle d'Eiffage, on parle de Nexity, etc. L'UNAM a une représentation nationale, c'est 13 chambres sur tout le territoire. Simplement et rapidement, on va passer ensuite au projet, même si je souhaite un petit peu contextualiser aujourd'hui ce qu'est l'aménageur, en tout cas dans l'Île-de-France, et surtout lorsqu'il est dans les franges les plus éloignées. Madame, vous avez dit qu'à l'intérieur de la 86, c'était assez facile d'être ZAN conforme, mais au-delà, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je représente aujourd'hui, c'est justement tous ceux qui ont artificialisé pendant des années. Nous, on aime à dire tous ceux qui ont aménagé aussi pendant des années. Il faut peut-être que le propos soit un petit peu moins réducteur, mais on en parlera après. L'émission de notre syndicat professionnel, c'est évidemment d'impliquer les professionnels de l'aménagement dans une vraie démarche environnementale. Aujourd'hui, on a nombre d'opérations qui vont chercher des labels. On a des opérations à titre personnel, on a une opération qui est labellisée HQE Aménagement. Voilà, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent si on veut continuer à pouvoir exercer ce métier dans un contexte dont je vais vous parler rapidement. Vous dire simplement l'évolution, en tout cas telle qu'on l'aperçoit du métier d'aménageur. Le constat rapidement, sans épiloguer, urgence climatique, loi climat résilience, trajectoire ZAN. Qu'est-ce qu'on va faire nous à l'échelle de nos pratiques de ces problématiques. Simplement sur le terrain, je vais vous rappeler deux, trois choses. Vous avez parlé, Mathieu, aussi de choses très terre à terre quand vous résumez votre triangle. Dans le triangle, il y a l'utilisateur, il y a l'habitant. Et l'habitant, son lieu idéal d'habitation, au terme d'une enquête qui est de 2021, qui est toute récente, qu'on avait fait réaliser. Aujourd'hui, lui, lorsqu'on l'interroge, il aspire à habiter plutôt une petite ville ou un petit village. Et on voit que les métropoles sont bien évidemment, en tout cas dans ces chiffres, bien moins représentés. On le dit sans arrêt, 76, certains disent 80-85% du rêve des Français, c'est d'acquérir une maison individuelle. C'est pas simplement parce que c'est une maison, mais c'est pour y loger une famille. Nous, c'est vrai qu'on a toujours une difficulté dans les différentes discussions qu'on peut avoir. Parce que quand on parle de densité, on parle de nombre de logements à l'hectare, mais on a souvent envie de dire, mais quel logement, est-ce qu'on crée du studio, du T2, du T3? Une maison, c'est du T5 par essence. Donc on pense que ces densités doivent être pondérées aussi par la nature des habitants que l'on accueille. Alors juste en termes de contexte, donc je vous parlais du marché, c'est pas un gros mot, c'est aussi ça qui fait tourner l'économie des projets, qui permet de les rendre réalistes. Simplement en termes de contexte que l'on ressent nous du territoire et notamment de l'attente des élus, qui sont les premiers donneurs d'ordre. Je ne vais pas rentrer dans le débat ligne par ligne, mais peut-être que ça peut être le sujet de ce qui va nous animer dans le cadre de la table ronde. Moi, ce que je peux vous dire au quotidien, c'est que les projets, lorsqu'ils sont autorisés, ils ne sont pas forcément sortis. Alternance, ne serait-ce que politique. Un projet peut être mis à mal par une nouvelle équipe qui décide de ne plus faire. Les nouveaux projets tardent à être autorisés. Ça fait moi 20 ans que je fais ce job. Les délais de transformation des autorisations d'urbanisme n'ont jamais été aussi longs. Les documents d'urbanisme, et là je sais que le CAUE est souvent impliqué aussi en amont dans les réflexions un petit peu supra. Très sincèrement, la production des documents patine et je me permets de penser que c'est souvent lié par une application anticipée du ZAN, souvent dogmatique, alors que les décrets ne sont pas encore là. Et c'est vrai qu'on le perçoit, nous, comme opérateurs, un peu comme la façon de ne pas faire, plutôt que de la façon de comment faire ou comment faire mieux. Voilà. Une fracture attendue entre les attentes du ZAN et les attentes des élus. Là, on est dans le sujet de la densité, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Moi, je rencontre toujours, toutes les semaines, des maires en Seine-et-Marne qui me disent bon, « Ok, moi je veux bien faire, mais je veux des grands terrains ». Quand on leur explique la façon dont on doit faire une opération pour être un petit peu vertueux, généralement la discussion se termine par dans ces conditions-là, je préfère pas faire. Le constat sur le terrain, c'est ça, et il est bien réel. Rejet des populations de toute forme d'urbanisation, c'est ce qu'on appelle nous le syndrome du primo-arrivant. Souvent la famille qui aujourd'hui rejette le projet nouveau qui sera derrière chez elle, même en reconquête urbaine, parfois, et en requalification, c'est souvent la famille qui a eu le droit de construire il y a 20 ans, mais il a oublié qu'il a le droit de le faire, et en tout cas ce droit, il ne l'autorise pas pour les autres. Bon, les deux derniers points sont un peu plus techniques par rapport à des notions de financement et notamment par les surcoûts induits sur la réglementation et la baisse de certaines subventions. On va donc parler maintenant de Chamarande. Simplement vous dire qu'un aménageur, il n'est pas seul. Je crois, Marianne, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, vous m'avez dit Arnaud Potigny, architecte urbaniste. Alors non, pas du tout. Moi, je suis maître d'ouvrage et il se trouve que dans
que dans ma vie, j'ai eu un jour un diplôme d'architecte. Mais je suis non pratiquant, en fait, j'étais pas assez bon. On a préféré faire de la maîtrise d'ouvrage. Il y a un public jeune ici. Maître d'ouvrage, c'est un beau métier aussi. C'est d'autres leviers et c'est aussi faire du projet. Vous dire qu'un aménageur, c'est pas seul. Un aménageur est toujours entouré d'une équipe. En l'occurrence, l'équipe, je pense que pour certains, vous la connaissez. On a un architecte qui est Isabelle Rivière, qui se trouvait dans la petite commune de Chamarande, est aussi l'auteur du PLU qui avait commencé à réfléchir à cette emprise. Donc ça aide un petit peu pour faire du projet et du bon projet derrière, enfin j'espère. Un bureau d'études qui historiquement est aussi le bureau d'études VRD puisqu'il a cette compétence, c'est une paysagiste. C'est un petit peu le trio à minima de ce que doit être à mon sens une opération d'aménagement. Chamarande, on n'est pas en Seine-et-Marne, on est dans le 91, donc merci aussi à UE de 77 de saluer l'opération voisine. Petite commune qui a la singularité d'avoir un réseau ferroviaire qui est le RERC, 40 minutes Paris-Austerlitz. Donc évidemment, ça nous a interrogés. Et vous voyez là sur la carte la petite emprise en vert, qui est vraiment en cœur de bourg, coincée entre le domaine départemental de Chamarande, que vous voyez sur ces vues, qui sont les archives départementales, hein, je crois, Isabelle, c'est ça, et la voie ferrée, donc un positionnement évidemment tout à fait singulier. Quelques vues du terrain qui étaient avec quand même une activité humaine, puisque certains y avaient fait du potager. Un ancien terrain qui a sans doute appartenu à la SNCF un jour, j'imagine. On va dire du jardinage potager spontané qui utilisait ce site un petit peu sans droit ni titre. C'est un terrain qui appartient à la commune. On est là face à un maire bâtisseur. C'est pas fréquent, ça mérite d'être souligné. C'est lui qui, à l'occasion de son PLU, réfléchit à une OAP, définit un projet, concerte avec la population et se dit un jour il me faut un outil pour faire, et c'est là qu'on intervient en tant qu'aménageur. Donc voilà pour le site. Le site s'appelle la petite vitesse. Hein, donc c'est le terrain le long de la voie ferrée. Au moment, vous voyez que la voie ferrée est comme assez présente en termes de paysage. Elle borde le projet. Vous avez là une vue de l'opération telle qu'elle a été réalisée, enfin telle qu'elle a été autorisée. Le terrain a été acquis. Nous avons commencé les travaux au mois de septembre. Une programmation, donc c'est un petit projet. On est sur un tout petit hectare, donc on a 30 logements, donc on doit être aux 35 logements par hectare puisqu'on est sur une surface un petit peu inférieure. Un projet qui est mixte puisque c'est 50% d'accession et 50% de logements sociaux. L'accession se fait dans des maisons individuelles qui correspondent à la demande du marché de cette commune qui est essentiellement une commune pavillonnaire, dans des formes urbaines et des surfaces de toute petite taille, puisqu'on a des terrains pour des maisons qui font 250 mètres carrés, les plus grands doivent faire 300-400 mètres maximum, quelque chose quand même d'assez dense et d'assez structurant, et une deuxième typologie qui est un ensemble de logements à financement social sous forme de résidences jeunes actifs et personnes âgées adaptés au PMR pour les 15 logements restants. Je continue en avançant en vous indiquant une singularité quand même dont on pourra parler un peu plus ensuite. Les concepteurs et la commune nous a orientés, on l'a accepté en essayant de trouver les moyens de le faire parce que ça pose aussi quelques questionnements, pour faire un quartier sans voiture, en tout cas sans desserte quotidienne. Vous voyez que la voirie qui traverse le projet est d'un gabarit routier normal, mais elle n'est pas prévue pour que les voitures individuelles y passent. On y accueille simplement les véhicules de service, le ramassage des ordures ménagères, les véhicules de secours, etc. Mais au quotidien, les habitants du quartier viennent se garer dans les deux poches de stationnement qui sont localisées en rouge, de part et d'autre du projet, qui sont donc mutualisées en pleine propriété pour chacune des places attribuées aux deux extrémités du quartier, pour avoir un quartier qui soit complètement piéton. Donc là, vous avez une simulation de ce que pourrait donner le quartier à terme. On est justement sur une des deux entrées. En partie droite, vous voyez la poche de stationnement mutualisée qui est un peu planquée là derrière tous les végétaux du perspectiviste et du couple heureux d'habiter là, planquée derrière des pergolas et des treilles, et vous voyez la voirie de desserte piéton-vélo qui vient desservir les maisons individuelles qui sont traitées dans des typologies. Isabelle, tu pourras en dire plus, mais tout à fait
comment dit-on, chamarandaise, sans doute, qui correspond au patrimoine local. Donc c'est une architecture hyper traditionnelle, avec des encadrements, des gabarits de hauteur. L'aménageur aujourd'hui, lorsqu'il intervient sur des projets aussi modestes, évidemment, il va être en charge de réaliser les aménagements communs. Il va être surtout en charge de réaliser un dossier qui permette de réguler les futures constructions et de s'assurer de leur qualité. Et c'est ce qu'on a fait avec l'architecte urbaniste et le paysagiste, avec un vrai règlement de quartier qui est strict et imposé, et une mission de coordination de tous les projets qui seront construits un par un par l'auteur du projet. Une autre vue, donc on est de l'autre côté, on est évidemment sur une gestion différenciée des pluviales. Il n'y a aucun tuyau dans ce projet, hein, donc on est tout en gestion d'infiltration au fil du parcours de l'eau, et c'est ce que vous voyez à l'occasion de cette noue plantée, avec un vocabulaire de création de clôture plutôt sous forme de ganivelle, quelque chose que les concepteurs ont voulu d'assez contemporain, je crois, et qui je l'espère, fonctionnera bien dans le quartier. L'aménageur que je suis, dans nos opérations, on a décidé depuis le début, évidemment, de créer de l'espace public, mais de s'intéresser systématiquement à la limite public-privé. Et quand on dit on s'y intéresse, c'est pas qu'on prescrit du règlement, c'est qu'on fait de la limite public-privé, parce qu'on sait que si elle n'est pas faite, c'est le premier truc qui est moche dans un lotissement, de dire la clôture n'est jamais faite. Voilà. Donc j'ai pour habitude de dire à nos élus, c'est pas des grandes envolées lyriques ou poétiques, mais quand on s'est intéressé aux clôtures, aux poubelles et aux bagnoles, généralement le projet commence à aller, on peut commencer à parler un petit peu du projet. Je pense que c'est un petit peu les invariants, en tout cas pour les utilisateurs. Le terrain que vous voyez en bas à gauche, qui ne vous semble pas affecté, est un terrain qui est réservé par la commune justement pour redonner une fonction de jardin potager et je dirais de structure nourricière, en tout cas telle qu'elle l'était antérieurement. On a évidemment une gestion des pluviales telle que vous le voyez à l'occasion de jardins de pluie, dont on a pu mettre quelques illustrations de principe juste en dessous, et le projet est l'occasion de la restauration d'une mare communale que vous voyez en bas à gauche en haut à gauche de la slide, qui est une démarche qui est portée par le PNR et dont l'exutoire était par notre nouveau projet d'aménagement, puisqu'on récupère ces eaux-là. Et je vais donc du coup retourner aux deux vues précédentes qui permettent de mieux illustrer, en tout cas de mieux se localiser. Donc là, on est dans la partie verger, puisque le projet, en tout cas sur ces espaces communs, s'attache à retrouver l'esprit du verger ancien qu'on a pu imaginer comme étant une des occupations du site, avec la plantation de fruitiers, etc. Un lien avec la maison des associations que vous voyez ici, et l'autre croquis, c'était un croquis qui vous montrait l'intégration des poches de stationnement mutualisées dans ce projet. Voilà. Alors avant de reparler de généralité, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais un petit peu de cette notion de stationnement. Aujourd'hui, on décide de faire du stationnement déporté, ça paraît assez simple. Je peux vous assurer qu'en termes de marché et de commercialité, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à accepter pour un francilien à l'instant où on parle. Donc ça doit faire aussi l'objet d'une pédagogie qui est faite dans l'acte de vente, qui est pour nous un acte d'accompagnement. Chaque acquéreur sera accompagné avec un livret d'accueil, avec un mode d'emploi, avec des ressources, notamment sur toute la notion L'idée, c'est de lui expliquer pourquoi ce projet de cette façon-là, voilà, pour que ça devienne acceptable. Je pense pour qu'il accepte le projet, il faut qu'il comprenne. Voilà, c'était simplement l'idée que je faisais. Et l'histoire des voitures, une question toute bête, mais les stationnements sont à l'autre bout du projet. À un moment donné, on s'est dit, mais comment on gère les prises électriques des futures voitures électriques qu'ils auront évidemment sans conteste, au moins pour 50% d'entre eux. Donc il a fallu s'intéresser à comment électrifier des parkings mutualisés. Ça n'a pas été simple, et on a trouvé quelques solutions. Voilà. Alors évidemment, par rapport au métier d'aménageur, ce que je vous ai montré là, ça n'est qu'un projet. Moi, je voulais simplement rappeler que dans la chaîne de production, l'aménageur il construit pas. Évidemment, j'enfonce des portes ouvertes. Mais le rôle de l'aménageur, c'est de porter une vision globale des stratégies d'ensemble. Les stratégies, c'est pas lui qui les décide, c'est vraiment au plus haut niveau des réglementations et au plus haut niveau de la décision locale du maire bâtisseur qui va se décider à se laisser convaincre de faire. Et l'aménageur doit être l'intermédiaire entre ces deux échelles. C'est notre quotidien.
L'idée, c'est bien de croiser les enjeux urbains et les objectifs de développement durable afin d'accompagner l'intérêt général. Voilà, donc notre rôle, c'est aussi d'optimiser le foncier disponible ou en inventer de nouveaux, notamment lorsqu'on est en reconquête, comme vous l'expliquez, madame, j'ai compris à 85% quasiment pour les FIF maintenant, de ce que j'ai vu, mais j'ai compris que c'était plus facile aussi à l'intérieur de la francilienne ou de la 86. Ce qu'on a bien compris tous, en tout cas les aménageurs que je représente, c'est que l'aménagement ne doit pas être un problème, mais plutôt une solution aux ZAN. On doit, par les usages, notamment en rétablissant les usages des sols, faire la démonstration qu'on peut aménager de façon plutôt vertueuse et responsable. Voilà pour cette première partie. Je voulais vous parler, alors ça va être très rapide, alors on n'a pas de connexion internet, donc on avait anticipé, on a fait quelques slides. Si ça vous intéresse, les uns les autres, on a, au titre de nos activités syndicales, avec la Fédération des Scots, mis au point un outil quanti, c'est de l'arithmétique, c'est pas plus que ça, qui s'appelle objectifzan.com. Je vous invite à aller faire le test. Il est plutôt à destination des élus, des présidents de PCI, pour essayer de comprendre un petit peu leur territoire. Je vous fais pas la justification scientifique de l'outil, vous irez le voir directement sur le site, mais la démarche en tout cas est tout à fait fiable et documentée. Alors je vous en fais la démonstration sur des slides fixes, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc vous allez évidemment sur objectifzan.com et vous lancez, faites le test. Ça fonctionne en 4 étapes. Vous identifiez votre territoire. Ça va vous donner vos besoins en logement en fonction de données statistiques qui sont éprouvées. Les objectifs de densification, vous y rentrez le fait de dire est-ce que je veux fonctionner en renouvellement urbain ou en extension. Donc ça, c'est des décisions politiques. Et on essaie de modéliser ensuite le potentiel foncier qui permettrait ou qui ne permettrait pas de faire l'objectif qui a été assigné. On a fait une petite démonstration sur le SCOT dont on dépend ici, donc Marne et Gondoire. Donc tous les SCOT français sont représentés. Lorsque vous allez sur le SCOT en question, vous y découvrez la population 2017, 105 000 habitants, et une projection 2030 sur des bases INSEE. En 2030, ils seront 152 000 avec une variation de plus 46 000. S'il y a certains géographes ou sociologues, je vais éviter de trop m'aventurer dans les explications qui suivent, mais en tout cas, il est noté qu'à l'horizon 2030, la demande, en tout cas en termes de logement de population, sera de loger 28 503 personnes de plus. La vue suivante vous invite en fait à rentrer d'abord un taux de renouvellement urbain. Je crois que France Stratégie avait expliqué que 45% pourrait être un taux admissible, en tout cas dans les objectifs ZAN à atteindre demain. Donc ça veut dire que 45%, c'est quasiment un projet sur deux qui va se faire en renouvellement et pas en extension. Vous y rentrez ensuite une densité. On a mis quelques vues rapides rappelant, alors elles sont un petit peu caricaturales, parce que la maison individuelle, on peut en faire plus de 10 logements à l'hectare, mais bon, c'est un autre sujet. Prenons l'hypothèse de 35 logements à l'hectare et le moteur de recherche mouline tout ça. Vous rappelle que dans le SCOT en question a été consommé entre 2009 et 2018, qui est la période décennale antérieure, 162 hectares, qu'un objectif ZAN de 50%, même si on imagine qu'il sera peut-être appliqué un petit peu différemment en Ile-de-France, conduirait à s'autoriser 80 hectares en extension, soit une moyenne annuelle sur 2020-2030 de 8 par an. Et ça vous refait un petit calcul qui, évidemment, sur le sujet, vous montre que l'enveloppe ZAN disponible est bien différente des 345 hectares nécessaires, suivant les deux données d'entrée qu'on a mentionnées avant. Alors après, à vous de jouer avec les curseurs, mais on s'aperçoit que souvent, il est difficile de faire la démonstration qu'on peut encore construire dans ces conditions. Donc je pense que tous ensemble, on va trouver des compromis qui seront acceptables et qui seront surtout vertueux. Voilà. Merci à vous tous. Et puis...